Il y a une différence entre une maison qui semble rangée et une maison qui reste rangée. La plupart des gens connaissent la première version. On fait une grande remise en ordre un week-end, on se sent bien pendant 2 ou 3 jours, et puis, progressivement, tout revient comme avant. Ce cycle-là est épuisant et souvent on finit par croire que c'est un problème de discipline ou de motivation. Mais ce n'est pas ça. C'est un problème de méthode. Et dans ce vidéo, on va regarder ce que la façon japonaise d'aborder le rangement a de différent. Pas comme un idéal esthétique à reproduire, mais comme une logique pratique qu'on peut adopter geste par geste. 1. Ranger après, pas avant. La plupart des gens rangent quand le désordre devient insupportable. La logique japonaise, elle, fonctionne à l'envers. On remet chaque objet à sa place immédiatement après l'avoir utilisé. Ça semble simple, presque évident, mais dans la pratique, c'est une rupture totale avec ce qu'on fait naturellement. Ce que ça change, on ne laisse jamais s'accumuler. Chaque objet a un moment précis de retour à sa place, et ce moment, c'est juste après usage. Une tasse, on la lave tout de suite. Une paire de ciseaux, on la repose dans le tiroir dès qu'on a fini de couper. Un livre, on le remet sur l'étagère avant de passer à autre chose. L'accumulation, c'est ce qui crée la sensation de chaos. Et l'accumulation commence toujours par un objet qu'on pose juste pour l'instant. Ce geste, poser quelque chose en se disant qu'on le rangera plus tard, est à l'origine de la majorité du désordre visible dans une maison. Le bénéfice principal, on ne passe plus des heures à tout ranger d'un coup, parce qu'il n'y a plus jamais grand-chose à ranger. La maison reste dans un état stable, pas parfait, mais stable. Et ça, c'est beaucoup moins fatigant qu'un grand ménage hebdomadaire. 2. Chaque objet a une place fixe. Ce principe est la base de tout le reste. En japonais, il y a un mot pour ça, mono no basho, la place des choses. L'idée est que si un objet n'a pas de place définie dans la maison, il n'a techniquement pas sa place dans la maison. Ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est très concret. Si les clés atterrissent chaque soir dans un endroit différent, sur la table, dans un sac, sur le rebord de la cuisine, c'est parce qu'elles n'ont pas de place à elles. Dès qu'on leur en attribue une, un crochet précis, une petite coupelle, elles s'y retrouvent naturellement. Ça vaut pour absolument tout, les médicaments, les câbles, le courrier, les outils de bricolage, les accessoires de sport. Ce qui traîne, c'est généralement ce qui n'a pas d'endroit attitré. L'exercice utile ici est de faire le tour de sa maison et d'identifier tous les objets qui se déplacent régulièrement sans raison logique. Ces objets-là sont ceux qui ont besoin d'une place fixe. Et une fois qu'on la leur donne, on arrête de les chercher, on arrête de les déplacer, on arrête de les ranger, quelque part, pour ne plus les retrouver. 3. Réduire avant d'organiser. C'est peut-être le renversement le plus contre-intuitif. Quand on veut ranger, le réflexe habituel est d'acheter des boîtes de rangement, des organiseurs, des étagères supplémentaires. On cherche à contenir le désordre. La logique japonaise dit le contraire. Avant d'organiser, il faut réduire. Un espace avec moins d'objets est structurellement plus facile à maintenir. Ce n'est pas une question d'esthétique minimaliste, c'est une question de charge mentale et d'effort physique. Moins il y a de choses à remettre en place, moins de temps et d'énergie ça demande. Le test simple. Regardez chaque zone de la maison et se demander quels objets n'ont pas été utilisés depuis plus de 6 mois. Non pas pour tout jeter automatiquement, mais pour prendre une décision consciente sur ce qui mérite de prendre de la place. Ce qui encombre une maison, c'est rarement des objets utiles. C'est des objets qu'on garde par habitude, par obligation sentimentale floue ou parce qu'on n'a jamais pris le temps de décider. La décision en elle-même, garder ou laisser partir, est un geste d'organisation et elle précède toujours l'organisation physique. 4. Stocker verticalement. Ce geste est très technique, mais son impact sur le quotidien est immédiat. Dans les placards, les tiroirs, les bibliothèques, on a tendance à empiler les choses les unes sur les autres. Résultat, pour accéder à ce qui est en bas, il faut déplacer tout ce qui est dessus. Et le plus souvent, on ne le fait pas. On prend ce qui est à portée et le reste reste enterré. La méthode japonaise favorise le stockage vertical.
les vêtements pliés debout dans les tiroirs plutôt qu'empilés à plat, les papiers rangés dans des séparateurs verticaux plutôt qu'en piles, les boîtes de conservation posées sur le flanc dans le réfrigérateur plutôt qu'empilées. Ce que ça change, tout devient visible d'un seul regard. On voit immédiatement ce qu'on a, sans chercher, sans fouiller. On utilise tout ce qu'on possède parce que rien n'est caché sous autre chose. Le tiroir à vêtements est l'exemple le plus parlant. Quand les t-shirts sont pliés debout comme des fichiers dans un classeur, on voit chaque pièce en un coup d'œil. On les porte tous. Rien ne disparaît au fond. 5. Un endroit d'entrée, un endroit de sortie. Dans la gestion du flux des objets, ce qui entre dans la maison et ce qui en sort, il y a un principe japonais très utile. Créer des zones de transit claires. Une zone d'entrée, c'est l'endroit où les nouvelles choses atterrissent avant d'être intégrées dans la maison. Une zone de sortie, c'est l'endroit où les choses qui doivent partir attendent d'être emmenées. Sans ces zones, les objets en transit envahissent tous les espaces. Un sac d'achat posé dans le couloir parce qu'on n'a pas encore décidé où ranger le contenu. Une pile de vêtements à donner qui reste dans la chambre parce qu'il n'y a pas d'endroit dédié pour les sortants. La pratique concrète, désigner un panier, un sac ou un coin précis de l'entrée pour les objets qui doivent quitter la maison. Dès qu'on décide de se débarrasser de quelque chose, ça va là. Et à intervalles réguliers, 1 fois par semaine, 2 fois par mois, ce point de sortie est vidé. Ce simple geste évite que les décisions « j'en ai fini avec ça » restent en suspens et encombrent l'espace pendant des semaines. 6. Moins d'objets en vue sur les surfaces. Les surfaces horizontales, plans de travail, tables, commodes, bureaux, ont une tendance naturelle à s'encombrer. On pose, on repose, et progressivement elles deviennent des zones de stockage improvisées. La logique japonaise considère les surfaces comme des espaces de travail ou d'usage immédiat, pas de stockage. Ce principe n'est pas lié à une esthétique spartiate, il est lié à la facilité d'entretien. Une surface dégagée se nettoie en quelques secondes. Une surface couverte d'objets demande de tout déplacer, de nettoyer en dessous et de replacer chaque chose. C'est ce frottement-là qui fait qu'on nettoie moins souvent et qu'on finit par vivre dans un espace qui paraît chroniquement négligé. La règle pratique, garder sur les surfaces uniquement ce qui est utilisé quotidiennement. Le reste va dans un tiroir, un placard, une étagère. Pas parce que c'est mieux visuellement, mais parce que c'est plus simple à maintenir. Dans une cuisine, par exemple, les appareils qui servent 2 fois par an n'ont pas à rester sur le plan de travail. Les rangées libèrent de l'espace et simplifient le nettoyage de façon significative. 7. Entretenir plutôt que remettre en ordre. Il y a une distinction importante entre entretenir et remettre en ordre. Remettre en ordre, c'est corriger un état dégradé. Entretenir, c'est maintenir un état stable. L'approche japonaise mise entièrement sur l'entretien quotidien plutôt que sur le grand ménage périodique. Concrètement, 5 minutes chaque matin pour remettre les objets à leur place est incomparablement moins fatigant qu'1 heure et demie de rangement le week-end. Et pourtant, la plupart des gens font le contraire. Ils tolèrent de l'accumulation progressive en se disant qu'ils feront un grand rangement quand ce sera vraiment nécessaire. Ce changement d'habitude est peut-être le plus difficile à installer parce qu'il demande une discipline quotidienne, même les jours où on est fatigué, même quand le désordre n'est pas encore critique. Mais une fois qu'il devient automatique, comme se laver les dents, il cesse d'être perçu comme un effort. Le principe sous-jacent, une maison entretenue quotidiennement n'atteint jamais le niveau de désordre qui décourage. Et c'est ce niveau-là qui crée la fatigue et la résistance à ranger. 8. Donner une fonction unique à chaque espace. Dans les appartements japonais, souvent petits, chaque zone de la maison a une fonction précise et les usages ne se mélangent pas. Le coin repas ne devient pas un bureau. La chambre n'accueille pas les tâches administratives. Cet isolement des fonctions est en réalité une stratégie de clarté mentale autant que physique. Quand un espace mélange plusieurs fonctions, il accumule les objets liés à chacune d'elles. Un bureau installé dans la chambre attire les câbles, les documents,
les stylos, les carnets, tout ça dans un endroit censé être dédié au repos. La présence visuelle de ces éléments crée une tension cognitive, même inconsciente. L'application pratique dans une maison ordinaire, identifier les zones où plusieurs fonctions se superposent et chercher à les démêler. Pas nécessairement en réorganisant physiquement toute la pièce, mais en créant des limites claires. Les affaires de travail dans un tiroir précis qui se ferme, les loisirs dans un endroit défini, les objets du quotidien dans leurs zones respectives. Quand on entre dans une pièce, le fait de savoir exactement ce qui s'y fait et ce qui ne s'y fait pas réduit considérablement la tentation d'y déposer n'importe quoi. 9. La règle du « un entre, un sort ». Ce principe est très connu dans la culture japonaise du rangement, mais il est rarement appliqué avec rigueur. L'idée, chaque fois qu'un nouvel objet entre dans la maison, un objet équivalent en sort. On achète un nouveau livre, on choisit lequel de ceux qu'on a déjà peut partir. On reçoit un vêtement en cadeau, on en donne un qu'on ne porte plus. Ce n'est pas une règle rigide à appliquer mécaniquement à chaque achat. C'est plutôt une façon de rester conscient du volume total d'objets dans la maison. La plupart des maisons ne se remplissent pas en une fois. Elles se remplissent progressivement, ajout par ajout, jusqu'à ce que le manque d'espace devienne problématique. Cette habitude crée une réflexion naturelle avant chaque acquisition, pas pour décourager d'acheter ou de recevoir, mais pour maintenir un équilibre conscient entre ce qui entre et ce qui sort. Le résultat à long terme est qu'on possède des objets qu'on utilise réellement, qu'on apprécie et qui ont une place dans la maison, plutôt qu'une accumulation de choses qu'on ne regarde plus et qui prennent de la place sans rien apporter. 10. La beauté comme conséquence, pas comme objectif. Le dernier point est peut-être le plus différent de ce qu'on voit habituellement dans les contenus sur l'organisation. L'approche japonaise ne vise pas l'esthétique en premier. Elle vise la fonctionnalité, la facilité d'entretien, la clarté. Et la beauté, le sentiment qu'un espace est agréable, arrive comme conséquence naturelle de tout ça. C'est une distinction importante, surtout pour ceux qui se sentent découragés parce que leur maison ne ressemble pas aux images parfaites qu'on voit partout. L'objectif n'est pas d'avoir un intérieur qui ressemble à une photo. L'objectif est d'avoir un intérieur qui fonctionne bien pour ceux qui y vivent. Une maison bien rangée selon ses principes n'est pas forcément minimaliste ni spectaculaire. Elle est adaptée à ses habitants, cohérente dans son organisation et facile à maintenir au quotidien. Et quand ces trois conditions sont réunies, elle est naturellement apaisante. Pas parce qu'on a cherché l'apaisement, mais parce qu'un espace qui fonctionne bien génère moins de tension. C'est cette logique-là qui est au cœur de l'approche japonaise. Pensez d'abord à l'usage, à la praticité, à la durabilité de l'organisation dans le temps. Le reste suit. Ce que ces 10 gestes ont en commun, c'est qu'ils ne demandent pas un week-end de transformation totale. Ils se glissent dans la routine, un par un, et leur effet s'accumule progressivement. Ce n'est pas une méthode de choc, c'est une façon de reconfigurer des habitudes quotidiennes pour que la maison reste dans un état stable, sans effort excessif. Ce qui change vraiment avec cette approche, c'est la relation à l'espace. On cesse de subir le désordre et de réagir à lui. On adopte une logique préventive où chaque petit geste évite l'accumulation avant qu'elle commence. Si vous deviez commencer par une seule chose, quelle serait-elle? Donnez une place fixe à un objet qui traîne habituellement. Juste un. Et observez ce que ça change sur les jours qui suivent.